Bonsoir à vous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'être là. Alors depuis le début de ces frappes, de cette opération, on a l'impression qu'elle est extrêmement contradictoire. Alors évidemment, si on se positionne du côté d'Israël ou des États-Unis, on peut parler d'un certain succès puisque l'Iran est diminué, ses capacités balistiques et nucléaires aussi. Plusieurs dirigeants sont éliminés, sont morts, sont tués dans ces opérations. Mais d'un autre côté, le régime subsiste, il perdure. Les prix du pétrole, le détroit d'Ormuz, c'est une véritable catastrophe. Et surtout, aujourd'hui, Donald Trump, l'administration américaine et Washington semblent rester seuls et faire face seuls au sein même de l'OTAN. Alors, à quoi devons-nous nous attendre et pourquoi les autres alliés lâchent-ils les États-Unis aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a eu une première phase militaire qui relevait plus du symbole, même si, comme vous le dites, il y a eu des têtes qui ont été éliminées. Mais j'ai envie de dire que le plus dur reste à venir, parce que le format militaire d'Israël et des États-Unis ne sont, je dirais, opérants que sur une courte période donnée, 15 jours, 20 jours maximum. Mais au-delà, on tombe dans une forme de guerre qui n'est plus, en tout cas, à l'avantage des Américains. Le plus dur reste à venir parce que non seulement ce qui n'avait pas été prévu, le président Trump l'a reconnu lui-même, c'est toutes les attaques qui ont été faites par l'Iran à destination des alliés des États-Unis et donc des monarchies pétrolières. Qatar, Émirats arabes unis, etc. Donc ça, d'abord, c'était quelque chose qui était inattendu. Non, la première scission est venue des chefs de ces monarchies pétrolières qui ont vu, pour le coup, un risque important pour le pays. Mais après les balles, en termes de munitions, il y a maintenant les munitions économiques. Et là, on atteint l'Europe sur la question économique. Et la vraie guerre commence là. La vraie guerre commence maintenant, mais certaines sources rapportent depuis plusieurs jours que malgré ce qu'on peut voir en surface, qui est rapporté par les médias, certaines négociations seraient en cours tout de même entre Washington et les Iraniens. Alors qui négocie donc pour le peuple iranien aujourd'hui? Quelle est cette branche du pouvoir dont Donald Trump refuse pour le moment le deal? Y a-t-il encore des pilotes dans l'avion? Si oui, qui sait? Est-ce que les choses pourraient évoluer d'ici là? Ce qui a beaucoup changé en Iran par rapport à il y a plus de 20 ou 30 ou 40 ans, c'est que le pouvoir iranien est un pouvoir que l'on appelle en mosaïque. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'éliminer les têtes de l'Iran pour qu'il y ait un château de cartes qui fasse que l'ensemble des institutions militaires, sécuritaires tombent. Donc nous sommes dans un pouvoir en mosaïque, et c'est d'ailleurs ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, l'Iran continue à bombarder et le pouvoir central réel étant en mosaïque n'est pas atteignable. Et donc c'est une leçon à recevoir de cette deuxième phase de la guerre. Quand je disais, d'ailleurs pas mes témoins, mais quand je disais que la guerre commence là, c'est-à-dire c'est de la guerre économique qui va arriver sur l'Europe avec l'augmentation du prix du pétrole, les dissensions entre les pays européens, vous en avez fait état avec Mme Kallas, entre les Européens et les Américains, et donc la guerre économique pour laquelle tout le monde va être touché arrive là. Mais en tout état de cause, pour revenir à votre question initiale, le centre du pouvoir iranien est en mosaïque et donc il est très difficilement atteignable. Ce sont des éléments séparés que l'on ne peut pas attaquer d'un trait. Et les Européens sont-ils prêts à accepter cette guerre économique dont ils sont déjà en train de faire les frais? Emmanuel Macron qui répond aujourd'hui clairement qu'il ne fera pas partie de cette coalition pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi un petit peu la réponse des Européens par rapport aux attaques de Donald Trump contre le Groenland, sa rhétorique très offensive depuis ces derniers mois sur ses alliés européens, ou c'est autre chose? C'est un manque de volonté et peut-être aussi une peur d'une réponse interne en Europe même?
Dans votre question, vous m'obligez en quelque sorte à élargir le spectre sur 3 éléments. Il y a effectivement l'élément que vous précisez, en l'occurrence, c'est une réponse du fermier à la fermière, hein, avec toutes les attaques que les Européens ont subies depuis des mois. C'est une forme de réponse. Ensuite, il y a la question sécuritaire. Vous savez, le détroit d'Ormuz, si vous envoyez des navires, c'est un peu l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Et donc, c'est un endroit assez exigu. Et là, les Européens risqueraient de payer très très cher. Et ensuite, cela a été, vous l'avez également soulevé, d'une manière indirecte, c'est que les Européens, et Mme Callas le rappelait, n'ont pas été sollicités ou n'ont pas été intégrés à ce dispositif guerrier, et cela donc multiplie la réticence certaine des pays européens dans ce qu'ils ont appelé la guerre qui n'était pas la leur. Et donc, si vous conjurez les 3 éléments, sécuritaire, intervenir dans le détroit d'Ormuz sans risque, c'est pratiquement de l'ordre de l'impossible. Il y a la défiance de Donald Trump durant ces derniers mois, et puis il y a le fait que les Européens n'ont pas été associés à cette coalition qui n'en est pas une. Hein. Amérique-Israël n'est pas une coalition. Merci beaucoup Jamel Guessoum pour ce décryptage, pour votre analyse. Je rappelle, Jamel Guessoum, géopolitologue et analyste politique, en direct avec nous depuis Paris pour parler de cette situation au Moyen-Orient et des tentatives du président américain de constituer une coalition pour sécuriser le détroit. Merci encore à vous.